Laurent, Roland Toninquès, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, amis internautes. Bienvenue. Merci. Belle cravate. Merci. En débat par Matin Libre, Laurent Roland Toninquès, soyons chauvins ce matin. Autorégulation des médias, qui est Ulrich Vital Akhotonji. Je crois que Vital Akhotonji, c'est le nouveau président de l'ODEM. Donc, bon, moi je ne le connais pas. Vous croyez bien? Bon, non, bon, c'est pas que je fallait crois de parler, bien sûr. Oui, voilà, c'est le nouveau président de l'ODEM. Bon, il est le directeur de publication, sauf erreur de ma part, du quotidien ou bien du journal Éducation, bien évidemment. Donc c'est tout ce que j'ai pu lire sur lui il y a quelques jours. Donc c'est tellement à découvrir dans Matin Libre de ce jour qui il est concrètement, son parcours, ses expériences bien évidemment. Mais toujours est-il que oui, au niveau de la presse, il y a des problèmes à gérer. Il faut voir la qualité des productions des journalistes, bien évidemment aujourd'hui, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit dans la presse audiovisuelle, bien évidemment. Et même au niveau de la presse en ligne, bien évidemment, il y a des choses à régler parce que les gens écrivent tout et n'importe quoi à la fois parfois. Je ne dis pas tout le monde, je ne dis pas que c'est tout le monde qui le fait. Certains. Mais certains écrivent tout et n'importe quoi à la fois. Vous vous imaginez, vous voyez par exemple tous les jours sur les réseaux sociaux des journalistes qui s'en prennent bizarrement à des autorités et n'ont pas de limite, n'ont pas je dirais parlerait même de pudeur en termes de respect pour les aînés, bien évidemment. Au-delà de ce qu'on soutient un pouvoir en place, on se permet, parce qu'on soutient un pouvoir en place, on se permet de jeter le propre sur des gens et qu'on se permet d'écrire même des choses à la une des journaux. Je crois qu'aujourd'hui, l'ODEM doit pouvoir se pencher sur ces questions. Et c'est d'ailleurs pas que l'ODEM seul, l'UPMB aussi doit pouvoir commencer par se pencher sur cette question pour voir comment mieux assainir le milieu dans une certaine mesure de ces personnes-là qui, au quotidien, font des productions qui salissent la réputation du journaliste béninois. Une 9e mandature donc, pour l'ODEM qui permet évidemment de réguler, sinon qui permet aux journalistes de s'auto-réguler, on peut le dire. Oui, c'est l'autorégulation, il y a question de l'autorégulation des journalistes parce que c'est un organe qui est composé que de journalistes en réalité, en tout cas pour contrôler ce que font les journalistes, bien évidemment, et histoire d'éviter les auditions au niveau de la RAC dans une certaine mesure. Du moment où vous êtes interpellé par l'ODEM, vous devez pouvoir vous prendre au sérieux pour éviter que la RAC en arrive à vous suspendre, bien évidemment, parce que l'ODEM vous donnera des conseils, vous conseillera pour vous empêcher, en tout cas, les sanctions, en tout cas éventuelles de la RAC. Et donc, quand vous êtes un journaliste consciencieux et que vous prenez au sérieux les recommandations de l'ODEM, c'est que vous êtes toujours à l'abri des sanctions de la RAC, qui la plupart du temps, quand la RAC entre en scène, c'est que vous êtes sanctionné pour 3 mois. Justement. 3 mois, 6 mois, et donc parfois c'est difficile. Et d'ailleurs, même le journaliste même qui est sanctionné, ce n'est pas bon pour votre curriculum vitae, parce qu'à un moment donné, dans votre parcours, on dira que vous avez été condamné, vous avez été sanctionné, ou bien votre journal a été fermé pendant un moment donné. Ça veut dire que ça joue sur une certaine image de la crédibilité du média et du journaliste. On va finir par un dossier politique aujourd'hui, Laurent, mais pour le moment, on parle d'autre chose. Le leader du jour parle ce matin en manchette de décentralisation des services de l'identification des personnes dans les arrondissements. Le CA, Igor Alignon-Bokor, se réjouit de l'effectivité des opérations de l'année Pagodomain. Oui, je crois que le fait de décentraliser les opérations de l'Agence nationale d'identification des personnes est une bonne chose parce que vous imaginez que par le passé, on voyait des files interminables du côté de l'Anipakadiro. Donc, les gens pouvaient s'y rendre à 5 h du matin et rester jusqu'au soir sans pouvoir parfois avoir satisfaction. Et donc, quand on est dans un pays où le gouvernement travaille à la dématérialisation des services publics, bien évidemment, quand le gouvernement travaille à faciliter l'accès aux services publics aux populations, il fallait en la matière réfléchir pour trouver le mécanisme approprié pour servir les populations où qu'elles se trouvent, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, il faut remercier le gouvernement pour ce type de choses, notamment les responsables de l'année. Je commencerai par Cyril Goubedi qui déjà avait commencé quelque chose dans la matière avant que le nouveau DG arrive, bien évidemment. Donc, oui, c'est des choses à encourager, c'est des choses à féliciter de la part pour le gouvernement, parce que le gouvernement fait énormément de choses aussi qu'il faut encourager. Il ne faut pas rester là et penser qu'ils ne font rien de bon. Ils font beaucoup de choses, de bonnes choses, bien évidemment. Et en la matière,
quelqu'un qui est à Natitingou ne devait pas se retrouver à Cotonou chaque fois pour prendre son CIP ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, d'abord, vous pouvez demander vos pièces en ligne, bien évidemment, mais pour l'enrôlement de ces personnes qui sont restées en rade à l'époque, qui peut-être du fait d'un discours politique ou bien du fait de certains paramètres n'ont pas pu se faire enrôler, aujourd'hui, on a la possibilité de se faire enrôler là où ils se trouvent, bien évidemment, et c'est à saluer. Dans le même registre, décentralisation, alors on va parler de construction du complexe hôtelier, urbain et balnéaire d'Apapa. Le maire de Cotonou invite les occupants illégaux à libérer les sites. Oui, je crois qu'en la matière, souvent les populations sont informées à l'avance sur le fait qu'il faut libérer les sites qui doivent abriter les infrastructures publiques, bien évidemment. Mais il se fait que parfois certaines personnes s'entêtent et c'est quand le gouvernement prend la mesure rigoureuse, en tout cas d'aller faire des casques, on commence par pleurnicher et là on appelle la presse et puis malheureusement, nous journalistes aussi, parfois on relaie peu ou prou sans pouvoir peut-être faire attention à ce que nous faisons aussi. Et donc, on est souvent dans l'émotion en réalité. On est souvent dans l'émotion et population, et journalistes, et autorités, que ce soit de l'opposition. Tout le monde est dans l'émotion, on commence par se plaindre que le gouvernement n'est pas humaniste. Je suis d'accord qu'il y a des choses à reprocher au pouvoir en place, mais on ne va pas tout le temps rester là à condamner un gouvernement qui, en amont, vous avertit, bien évidemment. Et on ne devait pas, depuis qu'ils sont informés, on ne devait pas attendre un rappel du maire de Cotonou avant de céder les lieux. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, les gens vont vous casser et vous n'aurez rien en retour. Si c'est quelque chose qui est prévu pour vous et que vous ne le faites pas vite, pour libérer l'espace, pour avoir les moyens. Pourquoi on vous donne les moyens? Et que vous vous entêtez, s'entêter, s'opposer à l'État, c'est subir les rigueurs de l'État. Et donc, en la matière, ceux qui sont informés, qui doivent libérer ces sites-là, qu'ils fassent l'effort de libérer les sites au plus vite. De ne pas attendre la dernière minute, pour espérer que nous puissions, que les gens ne commencent pas à parler sous l'effet de l'émotion. Si les gens sont assez intelligents, avec le pouvoir en place, l'émotion n'a aucun sens. En tout cas, en réalité, quand vous restez là à vous plaindre, à jouer sur l'émotion, les gens viendront vous casser et rien ne se passera. On sait que le gouvernement est insensible, c'est ça? Je ne aux peines dis de pas, population, je ne dis c'est pas ce que vous essayez de dire? Je ne dis pas que le gouvernement est insensible aux peines de population. Une fois que ce gouvernement t'informe, ça va être une fois, deux fois, ne pense pas que demain tu peux avoir des gens et vous allez jouer sur les émotions. Parce qu'ils ont déjà pris leurs mesures, ils ont un délai, ils ont un calendrier, un agenda à respecter. Donc, en la matière, si vous voulez constituer un homme ça pour eux, je crois qu'ils viendront vous dégager avec force. Et là, tout le monde va commencer par dire le gouvernement n'est pas humaniste, le gouvernement est ci, ça. Mais écoutez, on a beau dire par rapport à par rapport à je ne sais quoi, on a dit que le gouvernement. Écoutez, Patrice Talon déroule son plan. Je pense que pour éviter ça, prenez vos dispositions. C'est tout simple. Il faut se mettre en règle, justement, se conformer à la loi. Il y a enfin, plus ou moins lié à ce que vous venez de dire, ce titre qui m'interpelle à la une de Matin Libre, en manchette notamment, je ne sais pas s'il vous interpelle aussi ou s'il vous parle, gouvernance, talent ou le charisme économique, social. Oui, non, je crois que quand on regarde un peu les efforts qui sont faits aujourd'hui du côté, je dirais, comment vous appelez, économique, bien évidemment, les productions au niveau de l'agriculture qui ont connu une hausse assez considérable. Et quand on regarde la dynamique qui est imprimée en termes sur le plan économique, bien évidemment, oui, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est un homme d'affaires qui n'attend que les résultats, et lesquels résultats doivent être positifs, bien évidemment. Aucun homme d'affaires ne veut vraiment voir ses affaires chuter, bien évidemment. Et donc, cette dynamique qu'il a déjà au niveau de ses affaires personnelles, au niveau du pouvoir d'État, je crois qu'il doit pouvoir imprimer cette dynamique, faire en sorte que le Bénin quitte peut-être le dernier rang du plan économique, bien évidemment, qu'on soit occupé de bonnes places. On a connu quelques progressions en la matière, justement, sur ces dernières années. Bien évidemment. Et donc, quand on laisse ça, il y a le social, lui, parce qu'il va décréter qu'il fera le hautement social au cours de ce second mandat. Il l'a dit le 23 mai 2021 à Porte-Novo. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde les actions qui sont menées, même si ce n'est pas encore ça, issu bien des actions,
envie de lui en demander plus, non? Je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits. Et ces efforts méritent d'être salués, bien évidemment. Au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à son système, des actions ont été faites dans le social et donc ces actions méritent d'être encouragées, méritent d'être saluées, bien évidemment. Et donc, oui, c'est un charisme qu'il a imprimé. Ce charisme, c'est faire en sorte que, oui, ce qu'il a pu promettre aux Béninois, qu'il arrive à atteindre ses résultats en son temps. Et comme il a toujours dit, c'est que dans une certaine mesure, oui, à la fin de son mandat, on pourra le célébrer plutôt que... bon, en tout cas, il a dit, il attend que ce soit la fin de son mandat qu'il soit célébré. Et je crois qu'avec cette dynamique qui est imprimée, si en réalité les erreurs sont corrigées, parce qu'il y a bien des choses à corriger, bien évidemment, si les erreurs sont corrigées, si la posture, le mode de gouvernance dans bien des cas est revu, si la manière de faire ou de faire un certain nombre de choses étaient changées et dans une certaine mesure, je crois que oui, il peut être célébré à la fin de son mandat. C'est à lui, en tout cas, c'est lui qui a été élu par les Béninois et c'est lui qui doit pouvoir savoir quoi faire pour qu'à la fin de son mandat en 2026, qu'il soit célébré. D'accord, Laurent Roland Toninquez, rendons-nous à Parakou à présent avec Dabarou qui parle eh bien, de manque de cadre, de distraction et de réjouissance digne du nom. La jeunesse de Parakou abandonnée à elle-même. Oui, j'ai pu lire sur les statuts de certains amis que j'ai, statuts de certains amis que j'ai à Parakou, leur désolation, parce que, qui vous souvient que samedi dernier, les deux jeunes humoristes assez gros métis qui font assez sensation ces derniers temps, avaient un spectacle, bien évidemment, l'attentat du rire, bien évidemment, et donc beaucoup d'artistes, comédiens, en tout cas humoristes, qui ont quitté Cotonou pour les rejoindre, pour les soutenir, mais il se fait que la pluie s'est invitée ce jour-là, et donc le spectacle a eu lieu, mais pas aussi facilement. Et ça a marqué Gros et Métis, et bien évidemment, et ça a marqué bien évidemment les jeunes qui étaient là, et beaucoup de jeunes ont dénoncé ce état de choses. Je crois que oui, aujourd'hui, il va falloir s'y pencher, parce que la plupart du temps, les spectacles se font dans l'espace de l'université privée de la place, bien évidemment. Et il faut qu'aujourd'hui, les gens réfléchissent à voir comment faire, puisque à Cotonou, tout au moins, on a le palais des congrès, on a le hall des arts, on avait le palais des sports, là maintenant, c'est le site est en chantier. Mais on avait, par exemple, on a aujourd'hui, jusque-là, encore le hall des arts, on a le palais des congrès. Donc, et l'ancienne salle de conférence qui est en réflexion aujourd'hui encore, non loin du nouvel hôtel Sofitel. Bien évidemment, tout ça là, c'est pour Cotonou. Mais quand on commence par descendre vers le septentrion, quelles sont les infrastructures dont disposent les populations qui font office de salle de spectacle? On vous dira que dans les communes, nous avons les maisons des jeunes, mais qui sont délabrées, totalement délabrées. C'est le cas de le dire. Oui, je crois que ça ne donne pas une bonne image. Vous allez voir la maison des jeunes de la mairie d'Abomey-Calavi. C'est là qu'on a dû mettre le centre, la direction départementale des sports, je crois, ou de la culture, derrière le commissariat d'Abomey-Calavi, comme central. Et la maison du peuple, au moins, ça, dans l'enceinte de la mairie, ça, c'est pour la mairie, bien évidemment, oui. Mais est-ce que ça peut contenir beaucoup de jeunes? Regardez la population de Calavi aujourd'hui. S'il y a un spectacle digne du nom à Calavi, est-ce qu'on peut avoir de grandes salles pour ces spectacles? Quand on descend vers Alada, quand on descend vers Abomey, est-ce qu'il y en a pour autant? La plupart du temps, les gens sont obligés d'aller au niveau du stade de Goro pour faire des spectacles. Alors que les stades ne sont pas faits pour des spectacles. Les stades sont faits pour les jeux, pour le sport, bien évidemment. Donc, il va falloir que le gouvernement, en la matière, qui a construit 22 stades en quelques années, travaille à ce que nous puissions avoir des salles de spectacle assez dignes dans toutes les communes. Je crois que si on a pu faire au niveau du sport, le ministère de la Culture doit pouvoir réfléchir en la matière et proposer un plan pour que dans chaque commune, qu'on ait au moins une salle de spectacle, même si c'est pour 3 000 personnes ou 4 000, 5 000 personnes, il faut qu'on le fasse tout au moins. D'accord, Laurent Roland Toninquez. On reste à la une de Dabarou qui met en lumière un phénomène ce matin, célébration tous azimuts, des mariages à l'approche du mois, sinon du jeûne musulman. Ces unions précipitées qui laissent place à d'énormes conséquences. Laurent. Oui, je crois que ces mariages sont célébrés à la veille de chaque période de carême. Et la plupart du temps, il paraît que, bon, en tout cas, j'oublie un peu l'explication, mais il paraît que quand ils ne sont pas ensemble,
voilà, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, il ne se sont pas mariés. Et donc, du coup, les gens s'arrangent très vite. Bien sûr, pendant le jeûne, évidemment, on fait le mariage. Il est fait obligation de ne pas justement être avec un homme ou une femme quand on n'est pas marié, par exemple. Voilà. Et le jeûne vient aussi avec, voilà, la restriction d'un certain nombre, en tout cas le fait d'abandonner un certain nombre de comportements au rôle desquels les actes sexuels, par exemple, surtout quand on n'est pas marié. Voilà. Donc, enfin, ceci dans l'autre, ça peut se comprendre. Oui, justement. Ce mariage se fasse à la veille, donc, du mois de Ramadan. Alors, et vous allez voir les conséquences dont parle Dabarou ce matin la plupart du temps, c'est que les gens sont pressés, ça se précipite pour faire le mariage, alors qu'ils ont peut-être du temps encore pour apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Mais puisque on ne veut pas passer... Et à s'aimer ou à se détester. Voilà. Et comme on ne veut pas passer la période du Ramadan seul, on se permet d'aller vite à un mariage arrangé rapidement, on le fait et puis on rentre dans la période du Ramadan. Et après ça, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'avez pas appris à vous connaître, c'est que c'est vite arrivé une séparation. Et d'ailleurs, même on en voit un peu partout. Je crois que c'est aux imams, aux responsables religieux de l'islam, en tout cas, de pouvoir réfléchir sur la question pour voir quel mariage nous célébrons avant la période de carême, qu'est-ce que nous pouvons arranger, est-ce qu'il n'y a pas matière à rappeler à ces jeunes ou à ces personnes-là de pouvoir faire très attention d'abord avant de pouvoir s'engager. Parce que quand on se marie parfois, quand on se marie, c'est pour la vie. Même si il peut arriver des situations où vous vous séparez, mais il faut déjà se mettre dans la tête que c'est pour la vie. Et dès que vous n'êtes pas prêt que ce soit pour la vie, vous devez pouvoir vous abstenir d'abord, prendre votre temps et réfléchir. Il faut préciser que c'est une période prisée aussi parce que d'aucuns estiment par exemple que oui, c'est une période au cours de laquelle, alors il n'y a pas de précision stricte en la matière, on se rapprochera peut-être des imams qui sont les mieux avertis sur la question, mais ce qui se dit c'est que oui, c'est une période par exemple où quand on se marie, eh bien, le couple bénéficie de bénédictions. Oui, justement. Puisqu'on approche un mois sensible. Un mois sensible, un mois où il faut prier ensemble, avoir la bénédiction ensemble, donc, bien évidemment. On va poursuivre, Laurent Roland Tonenquès. À présent, on s'intéresse à la une du quotidien Le Devoir. Avec Le Devoir, on peut lire ce matin, Libération des prisonniers politiques et retour des exilés. Les députés, les démocrates initient une proposition de loi. Oui, je crois que ça ne devrait pas surprendre qu'une telle proposition de loi vienne des députés du Parti des démocrates, parce que c'est eux qui, d'ailleurs, même se penchent davantage sur la question de ces détenus en griffe politique. Parce que si je dis politique, on dira qu'il n'y a pas de détenus politiques. Et puis les exilés, bien évidemment. Et donc, espérons que cette proposition de loi... Déjà qui sont les plus concernés, oui, il y en a beaucoup dans leur rang. Il y en a beaucoup dans leur rang. Et c'est en cela que parfois je ne comprends pas les acteurs politiques de la mouvance. C'est vrai, il y a beaucoup parmi eux qui ont peut-être peur de prendre la parole, faire cause pour les détenus ou bien les exilés, pour ne pas subir les représailles, peut-être en griffe. Mais je crois que même si on ne veut pas se prononcer pour condamner le pouvoir en place, on doit pouvoir prendre la parole pour faire des propositions, suggérer. D'accord? Suggérer. Et s'adresser au chef de l'État, lui faire des suggestions, des propositions pour lui demander de faire. On ne leur demande pas de condamner, de condamner le gouvernement pour dire ce qui se fait, c'est pas bon, c'est mauvais, pourquoi Rekia, Joël River, pourquoi Thibaut Group, pourquoi tel sont en prison, pourquoi Diavon en exil, pourquoi. On ne leur demande pas ça. Mais qu'ils fassent au moins l'effort de se surpasser pour pouvoir comprendre, voir la réalité en face et demander à ce que. Et faire des propositions. Parce que malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hier, Rekia Amadou était toute puissante ministre de la Justice. Si on lui disait qu'un jour, on pourrait la mettre en prison dans de telles situations, je parie qu'elle pourrait jurer et même donner sa tête à couper, bien évidemment. Qui n'en serait rien. Qui n'en serait rien. Et si vous me posez la même question à Joël, il va peut-être il y a 3 ans, 5 ans en arrière, il vous dirait, mais écoutez, qu'est-ce que j'ai à foutre avec eux? Et bien évidemment, pour me retrouver en prison. Mais aujourd'hui, il est en prison. Donc, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut se taire, ne pas vouloir prendre la parole, rester silencieux, n'ont qu'à comprendre que ça peut changer, ça peut être leur tour. Je ne leur souhaite pas le malheur. Si vous demandiez à Diavon Sébastien que ces entreprises seraient fermées un jour et qu'il serait difficile de retourner dans son propre pays, il vous dirait, mais quand même, qui peut oser me faire ça? Je ne vois pas encore cet homme-là. Mais malheureusement, comme écoutiez tout puissant ministre des Finances, si vous le disiez sous Yaïboni qu'un jour arrivera où
on saisira tes maisons, on t'empêchera de venir dans ton pays, il vous dira jamais ça ne peut pas arriver. Parce qu'à un moment donné, c'est des gens qui avaient une force, qui avaient une puissance financière, une force politique, un pouvoir politique qu'ils exerçaient à un moment donné. Peu ou prou, eux tous ne sont pas, je continue de dire, je ne suis pas le juge, mais peu ou prou, ils continuent de clamer leur innocence dans une certaine mesure. Oui. Mais la justice continue de dire qu'ils sont coupables. Mais alors, vous qui êtes là, qui pensez que bon, c'est bien fait pour eux, parce que leur absence en réalité, l'absence de Komi Kouché, de Jonathan, de Adjavon sur le territoire, l'absence de Greke Madougou et de Joël Voix sur la scène politique pour compétir face à eux, leur donne une chance de se faire réélire sans grande difficulté. D'accord, mais n'oubliez pas qu'un jour, ça peut être votre tour. Donc, il vaut mieux maintenant faire des propositions. Et ça ne devait pas venir des démocrates seulement, mais ça doit venir de ceux-là qui sont de la mouvance. Je l'ai dit, Soglo a voté des lois quand il était au pouvoir, empêchant les gens de gérer les marchés de Cotonou. Kékou est arrivé, il a été maire de Cotonou, il a voulu gérer la ville de Cotonou, les marchés, et on lui a dit niet. Des lois ont été votées sous Kérékou, avec les cadres qui l'ont entouré, on a pu voir. Mais après, sous Boni, c'est les mêmes personnes qui sont venues remettre en cause. Et donc, c'est la même manière que des choses se font sous Patrice Talon aujourd'hui. Certains pensent que c'est seulement ceux-là qui sont devenus aujourd'hui, que c'est eux qui sont en difficulté. Mais un jour, les mêmes lois qui sont votées, qui empêchent certaines personnes de jouir de leur citoyenneté en griffe, ou bien de jouir de leurs droits civiques en griffe, ces personnes peuvent être en position de force et c'est à eux maintenant de subir ça. Mais puisqu'ils ont contribué à cela, ils vont vouloir faire des modifications, des propositions. On leur dira niet, ça ne passera pas parce que c'est vous qui avez suggéré ça en son temps. Donc j'estime que tu sois député de UPR ou de BR, qu'ils réfléchissent nécessairement. On ne leur demande pas de critiquer Patrice Talon. On sait qu'ils ne peuvent pas ou ils ne peuvent même pas oser critiquer Talon. C'est peut-être après 2025 qu'il faut espérer que certains vont tenter de critiquer Patrice Talon. Mais en la matière, je ne leur demande pas, on sait qu'ils ne pourront pas le faire, mais qu'ils fassent des propositions de sortie de crise. C'est très important. Restons avec le devoir, Laurent Roland-Tonné Kess. Et intéressons-nous à ce titre, le professeur Théodore Olo, qui n'en démord pas, vraisemblablement. Révision de la Constitution, le 3e mandat d'éclairage du professeur Théodore Olo. C'est vrai que dans le courant, je pense, du week-end, j'ai lu une publication, justement, du professeur Olo qui donnait des explications, par exemple, par rapport au fait, par rapport à la révision de la Constitution et par rapport à ce qui est souvent, on va dire, aux nombreuses interprétations qu'on pourrait en faire quant au changement de République, quant à la nouvelle République, donnant des détails pour se faire savoir, par exemple, qu'on peut en parler justement quand il y a, par exemple, quand on prend le cas des assises de la conférence de défense de la nation. Dans ce contexte, on peut parler de nouvelle république. On peut parler de nouvelle république quand il s'agit, par exemple, d'un coup d'État orchestré par une junte qui décide donc de réviser la Constitution. On peut parler de nouvelle république. On peut encore parler de nouvelle république quand il s'agit, par exemple, d'un pays qui obtient son indépendance. Mais dans le cas d'espèce, pour ce qui a été fait en 2019, en tout cas, nous ne sommes pas encore dans une nouvelle république. Bon. Du coup, 2 mandats, on en parlait hier. Les 2 mandats, donc, pour un chef d'État, c'est ce qui est toujours de mise. Oui, vous savez, quand on suit l'explication du professeur Théodore Olo, et que vous suivez l'interview accordée par Macky Sall hier, avant-hier, qui est resté... regardez. Qui est resté vraiment évasif sur la question. Il a bien dit, son premier mandat est intangible aux réformes, à la réforme qui a été faite. Cela suppose que quoi? Quand vous suivez l'explication ou l'argumentaire développé par... le professeur Théodore? Non, je ne parle même plus de lui. Okay. Quand vous suivez l'argumentaire développé par le fameux Abdou Razak, anciennement l'autre nous, qui dit qu'en réalité, que Patrice Talon, la révision qui est intervenue en 2019, n'est pas liée au premier mandat et que par conséquent, c'est maintenant qu'il est en train de faire un premier mandat par rapport... Comme si on avait changé de république. Voilà. Et c'est dans cela que les explications du professeur Théodore Olo viennent. Voilà. Mais le problème, c'est que nous sommes sur un terrain juridique. Et puis, chaque courant viendra mettre sur la balance... Faire des interprétations en fonction de sa position. En fonction de sa position. Les gens rappelleront à Olo que dans ce pays, lui, il a dit que 39 ans plus qu'un seul lui égal à 40 ans, bien évidemment. Et donc, il y a ce problème-là. Quel qu'en soit ce qui va se passer, chacun de sa position va interpréter la loi
et faire en sorte qu'on lui donne raison. Faire pencher la loi de son côté. De son côté. Mais toujours est-il qu'au fond, si on doit être sincère en réalité, moi je ne suis pas praticien du droit, mais si on doit être sincère en réalité, si la révision qui est intervenue en 2019 n'a pas touché au préambule et que c'est des articles nouveaux qui ont été ajoutés et que par conséquent le chef d'État même a dit ouvertement au Palais du Congrès devant les jeunes de la CEDEAO qu'il est en train de faire son second mandat, qui n'a pas dit troisième mandat, deuxième mandat, qui a dit second mandat, cela suppose qu'en réalité qu'on doit pouvoir faire taire toute polémique en la matière. Maintenant, je continue de le dire, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Les promesses des acteurs politiques n'engagent que ceux qui y croient. Il faut être prudent. Matin libre, Laurent Roland-Antonin Niquès. À peine les législatives terminées 2026 cristallisent déjà les attentions. Oui, vous allez voir que des pasteurs s'organisent de l'autre côté pour quelqu'un. À Pibo. À Pibo. Et puis, j'attends juste que les journalistes s'organisent pour faire ça à Jabo, l'association des journalistes amis de Bonbo. De toute façon, on aura Union nationale des aspirants pasteurs Beau. Donc, il n'y a pas Beau, bien évidemment. En tout cas, ne soyez pas surpris de voir. N'oubliez pas les EM. N'oubliez pas les femmes de marché. Non, USAB, Union des étudiants amis Beau. Donc, bien évidemment, de toute façon, soyez sûr que d'ici quelques jours, on aura des mouvements qui finissent par BO, et 2026, bien évidemment. Ça, c'est pour soutenir un certain candidat. Bien évidemment. Alors, on n'en a peut-être pas parlé dans la rubrique Quoi de neuf, mais il y a par exemple un quotidien dont je vais retrouver. Il y a quelqu'un qui a commencé sur les réseaux sociaux, Tadedi. Qui serait du côté des États-Unis. Je me suis retrouvé un matin, j'ai été ajouté dans 4 groupes et c'est Tadedi qui est candidat pour 2026. Et il a envoyé dire, mais écoutez, j'ai quitté tous les groupes parce qu'on ne m'ajoute pas comme ça quand même. Après, vous allez dire que je soutiens telle personne. Je viens prendre la parole ici, on dira que. Je fais partie d'un mouvement. On va me dire que je fais partie d'un mouvement. Mais j'ai écrit au monsieur, le monsieur m'a envoyé même une vidéo et pour me montrer qu'il avait été reçu sur Eden TV une fois. Mais je n'ai pas eu de gêne de quitter ces groupes automatiquement parce qu'en fait, je ne suis pas politique. Ne me mettez pas dans mon mouvement pour que demain, vous veniez me créer des ennuis. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses en silence. Il y a beaucoup de groupes que j'ai pu voir sur certains portables de certains amis. Qui se créent déjà, voilà. Donc oui, 2026 cristallise réellement il y a des gens qui qui veulent être candidats, mais qui ne veulent pas encore oser lever les tons. On sait que le compatriote Richard Boniwourou travaille en la matière, bien évidemment. Lui, il s'affiche, tout au moins. Mais il y a des gens qui sont silencieux parce que peut-être on peut... Ils ont peur de... Richard Boniwourou a la chance de ne pas gérer quelque chose dans ce pays, donc il peut se taire. Mais d'autres personnes qui ont géré des choses dans ce pays, peut-être craignent que des cadavres soient sortis, qu'on sorte les cadavres de leur placard. Alors, on n'a pas proposé aux amis téléspectateurs ce matin la une du quotidien Le Télégramme, mais j'ai dit ceci. Présidentielle de 2026, la bataille pour la succession de Patrice Talon lancée. Plusieurs noms agitent l'entourage du chef de l'État. Mais quant au quotidien Le Devoir, il propose ceci. Présidentielle de 2026, Patrice Talon n'aura pas de dauphin, comme le général Mathieu Kérékou en 2006. Non, c'est une erreur que de dire ça. Je pense sincèrement que c'est une erreur que de dire que Patrice Talon n'aura pas de dauphin. Je vous explique. Les deux hommes, c'est deux choses différentes. Le général Mathieu Kérékou, sous la Révolution, était un homme assez rigoureux, dur, bien évidemment. Mais à partir après la conférence nationale, est devenu un homme assez doux et très calme, bien évidemment, désintéressé du matériel. Il a reçu Dieu. Il a reçu Jésus. Voilà, donc il a donné sa vie à Dieu. Et bien évidemment, on a vu que c'est un nouveau personnage. Et en la matière très désintéressée du matériel, il a pu nommer autour de lui des gens qui ont travaillé à sa réélection en 1996. Et n'oubliez pas que ces personnes ont amassé des richesses sous le général Mathieu Kérékou. Dans une certaine mesure, on a pu voir comment est-ce que Défi Emploi Jeune a été géré à l'époque. On a pu voir comment la SB2I a été gérée à l'époque. On a pu voir comment certains ministères ont été gérés. Le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale avec Feu Damé Zessoula Khassa. On a pu voir comment certains ministères avaient été gérés. On a pu voir comment est-ce que le cours UAC, en tout cas, à l'époque, c'était CENU. Le CENU à l'époque avait été géré. On a pu voir comment est-ce que les bourses avaient été gérées.
je ne vais pas peut-être rappeler aux Béninois cette triste époque où les cadres ont amassé beaucoup de richesses. Et malheureusement, ils ont construit des maisons aujourd'hui inhabitées, qui sont délabrées. Inhabitées, délabrées, personne parfois inachevées. Voilà, inachevées peut-être. Et donc, le général Mathieu Kérékou, j'ai compris qu'à l'époque, peut-être, il ne réagissait pas parce que c'est les gens qui l'ont fait venir. Et puisque c'est quelqu'un qui venait de donner sa vie à Dieu, ne voulait plus avoir les mains tachées en jetant telle ou telle personne en prison. La preuve, les journalistes le critiquaient, mais ils disaient, mais si ça pouvait leur permettre de suivre, de manger, laissez-les, bien évidemment. Laissez-les faire. Mais à la fin de son mandat, vous avez dû comprendre, quelqu'un qui a été président, qui vous a vu siphonner les ressources de l'État, qui vous a vu faire des ressources de l'État ce que vous voulez, mais qui n'avait peut-être pas envie de vous jeter en prison, de vous arrêter, vous pensez qu'il va vous confier le pouvoir? Vous avez été juste sous sa responsabilité, en tout cas sous sa gouvernance dans son système, mais voilà ce que vous avez fait de votre département. Et maintenant, il va accepter que vous preniez le pouvoir d'État. Qu'est-ce que vous avez fait de l'État? Donc, dans une certaine mesure, il y a ce tas de choses qui a fait que le général Mathieu Kérékou, à la fin de son mandat, est resté assez silencieux. Mais ici, Patrice Talon va chercher à assurer ses arrières. Il n'y a pas de débat en la matière. Parce que déjà, au-delà d'autres choses, et bien évidemment, il a imprimé une dynamique, je continue de le dire. Quand vous regardez la qualité... Il faudra maintenir quand même, en tout cas faire maintenir. Voilà, quand vous regardez la qualité de ce qui se fait aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se fait, les réformes qui sont faites, bien évidemment, il faut peut-être travailler, il va chercher à tout prix à mettre certainement quelqu'un pour assurer la continuité. Parce que ne pas assurer la continuité peut amener peut-être d'autres personnes à remettre tout en cause, à remettre tout ce qu'il fait. Donc, ça ne veut pas dire que le dauphin passera tout de go, bien évidemment. Mais je crois qu'en la matière, connaissant Patrice Talon, il y aura un dauphin. Il travaillera à avoir un dauphin. D'accord. Un an? Non, mais écoutez, j'ai dit, l'homme de l'homme peut être le dauphin, l'autre ayant montré sa limite au cours de la dernière élection. Vous savez qu'il paraît qu'il n'y a pas qu'un homme de l'homme. Non, mais il y en a tout au moins deux. Mais même s'il y a deux, il y en a tout au moins deux. Il y a tout au moins deux. Oui. L'autre qui, vous savez, l'autre qui n'est pas pour autant présent politiquement parlant par rapport à l'autre. L'autre est beaucoup plus technocrate dans ce que vous savez au niveau de la grande maison, bien évidemment. L'autre qui est beaucoup plus sur le terrain, qui maîtrise pour tous les acteurs politiques et pas que les acteurs politiques qui peuvent avoir le soutien des leaders en griffe religieux, bien évidemment. Et donc, il y a peut-être l'un dans l'autre quelqu'un qui est en avance par rapport à l'autre, bien évidemment. Et celui-là peut-être a aussi maîtrise aussi comment aussi maîtriser les testicules de certains acteurs politiques. Carrément. Bien évidemment. C'est un jeu de testicules, à présent. En tout cas. De toute façon, Laurent Roland Tollingues, merci. Ici connaît la matière. Oui, d'accord. Merci à vous. C'est moi.